Angleterre. Nazoyoka kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali kuna mukanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Samedi, c'est le premier numéro. Je suis très heureux d'abord. Pourquoi je suis heureux? Parce que aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les samedis, je suis habillé par mon couturier, un garçon extrêmement talentueux. Comme vous pouvez voir d'ailleurs le style de ce vêtement, le style de cet habillement. Mais il est fort, il est très fort, il est ingénieux et très rapide. Le problème, l'avantage avec lui, c'est qu'il est très rapide. En 2 jours, il peut vous confectionner un vêtement complet. Et si vous aimez les artifices, il ajoutera. Mais il est bien, il est très fort. Mais il est alors, à la limite, un génie. Alors, je le fais parce que c'est un Congolais que je suis en train personnellement d'aider et surtout à le faire pousser. Donc, si vous pouvez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous habiller Congolais, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos vêtements en Chine, en Tanzanie, je ne sais pas moi, au Bénin ou en Turquie ou en Thaïlande. Vous avez juste besoin d'appeler un Congolais ici sur place. Et non seulement il vous fait le vêtement, mais il vous amène chez vous à la maison à 5 heures, 6 heures. Donc, vous en avez vraiment le problème. Donc, la solution. Il s'appelle Kitendi Couture. Vous pouvez le voir sur Instagram avec tous les vêtements qu'il a. D'ailleurs, si vous allez sur Instagram, vous trouverez de plus beaux vêtements que celui-ci. Quand je dis plus beau, ça veut dire qu'avec beaucoup d'artifices. Vous savez, nous, avec l'âge, on n'a plus besoin de faire des artifices. Mais les jeunes gens qui aiment le truc, ils peuvent toujours aller le faire. C'est un bon designer en même temps. Il fait bien les choses. Donc, vous pouvez l'appeler au 085 43 49 310. 85 43 49 310. C'est bien s'habiller et ça nourrit. La RDC, c'est plus important. Vous avez aussi notre champagne, le champagne qui gagne, le champagne, le roi Manitou, avec son champagne, il est déjà à Kinshasa, il est à plusieurs endroits que l'on donnera quand on aura tous les lieux, parce que là, on a quelques lieux seulement, Food Market et quelques lieux, tout ça, Régal et puis bien d'autres. Mais si vous pouvez, on vous donnera tous les sites et vous le trouverez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le savez, aujourd'hui, samedi, bon, je n'entre pas dans la polémique qu'il y a sur Internet, je n'entre pas dedans, chacun a ses convictions et ses choix, et moi, je n'accuse personne. Seulement, je voudrais dire aux Congolais qu'il est temps de revoir nos habitudes. Il est temps d'inclure dans nos discours la force de la RDC.
Vous savez, les pays qui se sont développés ont commencé à chanter leur force avant qu'ils ne soient forts. Toutes ces nations qui sont aujourd'hui des nations, entre guillemets, exemplaires, ont commencé d'abord à chanter leur bravoure. Ils travaillaient à l'intérieur et chantaient leur bravoure à l'extérieur. Pour que l'ennemi comprenne que vous travaillez à l'intérieur. En fait, il faudrait que la guerre psychologique, que la guerre des médias soit une guerre beaucoup plus avancée, parce qu'en réalité, vous dites à vos ennemis que vous êtes forts. Et vous dites à vos ennemis que vous êtes au point. Vous dites à vos ennemis que vous êtes préparés. En fait, c'est vrai, quand vous lisez par exemple le Sun Tzu, l'art de la guerre, il dit qu'il faut utiliser toutes ces deux méthodes. Parfois, il faut faire croire à l'autre que vous êtes bête. Parce que ça va enfler son orgueil, ça va le pousser à se rassurer et ça va finalement le contraindre à ne pas vous attaquer là où vous êtes faible. Comme il est déjà plus fort, il commettra beaucoup d'erreurs. Il va sous-estimer l'adversaire et vous allez l'attaquer. Là, c'est dans une dynamique de combat. Mais dans une dynamique de la construction de votre personnalité, vous devez faire beaucoup plus de bruit que vous-même. Vous savez, les États-Unis parlaient de la grande puissance alors qu'en ce moment-là, ils n'étaient pas encore puissants. Ils parlaient déjà qu'ils étaient une grande puissance et ils ont utilisé les médias pour asseoir dans l'imaginaire mondial, dans l'imaginaire de l'humanité, la puissance des États-Unis. Et l'Asie a prouvé à la face du monde qu'ils étaient les maîtres des arts martiaux. Et donc, tout celui qui pouvait parler de l'art martial ou des arts martiaux n'avait l'idée que les Chinois qui faisaient aïe, aïe, aïe. Et c'était ça, en fait, dans la tête des gens. Au point qu'en Afrique, lorsque vous rencontrez un Chinois, l'image que vous avez de lui d'abord, c'est vrai que l'image a changé. Quand on voit aujourd'hui un Chinois, on pense à un produit contrefait, on pense à un produit qui n'est pas bien fait, on pense. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus un esprit mercantile qu'avant. À l'époque, quand vous rencontrez un Chinois, vers les années 90, quand vous rencontrez un Chinois, vous avez tout de suite dans l'idée qu'il est né karatéka. Il est né quelqu'un de kung-fu. Parce que l'Asie et l'industrie du cinéma chinoise avaient construit dans l'imaginaire du monde que la Chine était le berceau des arts martiaux. Vrai ou faux? On va vérifier après. Mais d'abord, on est devant une évidence, on le croit. Ça veut dire que les pays doivent construire une image. Les pays doivent produire une idée. Regardez le Nigeria. Le Nigeria a produit une image d'un endroit de cinéma où toutes les filles sont belles. Ils ont donné l'image comme ça. Et aujourd'hui, quand on parle du cinéma africain, on est tout de suite en train de voir le Nigeria. Pourtant, le Nigeria a le pétrole aussi. Mais on a comme l'impression que Nollywood a pris beaucoup plus de place que le pétrole. En fait, c'est ça le rôle d'un pays. Le Rwanda est en train de le faire avec leur histoire de Tutsi Power. Malheureusement, il y a eu de bonnets congolais qui ont vendu ces rêves beaucoup plus fort que eux, que les Rwandais eux-mêmes. On a donc compris la grandeur, la force de Tutsi Power par les Congolais, dans la bouche des Congolais que dans la bouche des Rwandais. Donc la puissance et la suprapuissance du Rwanda a été beaucoup plus médiatisée par des Congolais. Et là, c'est un coup de génie pour les Rwandais. Ils ont dit, on va terrifier ces gens-là. On va inculquer en eux une peur de nous. Et ils vont avoir peur de nous. Au point qu'aujourd'hui, quand tu vois un Rwandais avec un Congolais, dans ta tête, tu sais que le Congolais va se faire avoir. Au fait, dans ta tête. Tu as construit une image, on vous a fait construire une image, une peur bleue, au point que vous pensez que les Rwandais sont beaucoup plus futés que vous. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous. C'est-à-dire qu'eux ont la capacité de vous infiltrer, mais vous n'avez aucune capacité de les infiltrer. En fait, tout se joue dans la tête en réalité. Tout se joue dans la tête. Et si vous voulez avoir beaucoup plus d'assises sur la question, il faut lire Freud. Il explique exactement les facultés cognitives, comment ça se passe dans l'esprit, comment ça se passe dans la conception. Une guerre est déjà perdue psychologiquement. Et là, c'est Sun Tzu qui le dit encore. Le livre L'art de la guerre est un merveilleux ouvrage, merveilleux livre, parce qu'il vous permet de comprendre la théorie de gagner un combat sans avoir mené un seul combat. Parce que le véritable combat, c'est d'abord dans la tête. Le véritable combat, il est d'abord psychologique. Quand on était petit et qu'on voulait se battre, regardez comment on faisait. On gonflait les joues, on gonflait les torses, on bombait les torses. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire peur à l'autre, le décourager de se battre. On vendait les rêves aux gens. Vous allez voir un enfant qui fait « Oh, Kangi !» Vous pensez à Kangi, il fait peur à l'autre pour que l'autre n'arrive pas au combat. Peut-être qu'il n'a pas assez de force. Mais il a la capacité de dissuasion. Il a la capacité de te faire peur. Et les Rwandais ont réussi à le faire. Nous avons vu des Congolais licenciés, spécialistes en information, spécialistes en ceci, en cela. Ils se sont transformés en des propagandistes rwandais.
qu'ils soient barbus ou rasés, ben, ils sont là-dedans, à fond. Il faut parler des stratégies du Rwanda, il faut parler de Tutsi Power, parce qu'il faut parler. Et entre-temps, les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Rien. On ne parle pas de de Power Mongo, on ne parlera jamais de Power Luba, on ne parlera jamais de Power Congo, on ne parlera jamais... On va même enterrer toutes nos gloires du passé. On va enterrer toutes ces gloires du passé pour déifier la grandeur des autres. Alors, c'est cette façon, c'est cette défaillance, c'est cette déchéance morale, intellectuelle qui fait en sorte que les autres aient de l'ascendance sur vous. Vous allez voir aujourd'hui, comme je vous ai dit, mes frères, lorsque vous rencontrez un Rwandais et un Congolais autour d'une table, au fait, au fond de vous, vous savez déjà que le Rwandais a mis le poison, hein, il a empoisonné le Congolais et le Congolais ne comprend pas, le Congolais est naïf. Et c'est comme ça. Vous allez prendre 15 Rwandais, vous les amenez au Congo, ils circulent dans les rues de Kinshasa. Il suffit qu'ils rencontrent les autorités congolaises, vous êtes foutus. Vous dites, non, mais c'est pas possible. Ils ont un plan. Mais nous prenons 50 Congolais que nous amenons au Rwanda, qui circulent, qui rentrent dans le palais rwandais. Personne ne dira mot. Donc, c'est-à-dire, vous êtes refusé de comprendre que vous pouvez aussi infiltrer les autres. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la défaillance, finalement. C'est ça, je veux dire, l'assassinat de la pensée. On a cessé d'exister à partir du moment où nous ne croyons plus en nous-mêmes. Or, les nations se construisent d'abord à l'intérieur. Vendre la belle image, faire croire aux autres que vous êtes déjà bien. Même si chez vous, vous continuez à travailler, oui, mais donnez l'image que vous êtes fort. Parlez de vos valeurs, parlez de vos cultures, parlez de votre force, parlez. Si le présent n'est pas prêt pour vous donner des choses, ben allez dans le passé. Rappelez vos anciennes gloires. Rappelez vos anciennes victoires. Rappelez vos anciens succès. Ça permet aux autres de reculer et de réfléchir deux fois avant de vous attaquer. Et donc, malheureusement, chez nous, nous n'avons pas des tables de réflexion. Réfléchir convenablement, on n'a pas. En fait, même lorsque Kagame est en train de perdre la vitesse, le Congolais le voit toujours fort. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Kabila est en train de tomber. Qui ne m'a pas insulté? Qui ne m'a pas traité de tous les noms? J'ai dit aux gens, je le dis dans des émissions de télévision. Je dis, je vois Kabila tomber. Personne ne pouvait croire. C'est un plaisantin, il raconte des choses. Lui, il dit seulement ça, et puis après. En fait, il faut croire aux gens. Il faut parfois donner du crédit à ce qu'ils voient des choses avant. Moi, je l'avais vu. J'avais vu la chute de Kabila. Je savais. Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. La force de Kabila était sur l'argent et le pouvoir. Il n'y avait pas autre chose. Les entités, les territoires, les cités résistent par l'idéologie. Grâce à l'idéologie. Pas l'argent, pas le pouvoir. Parce que le pouvoir, on le perd. D'ailleurs, le pouvoir est une construction idéologique. Le pouvoir est une conséquence de la production des idées. Lorsque vous avez pensé quelque chose, vous avez le pouvoir. Mais un pouvoir hérité ou un pouvoir mal conquis par le concours des circonstances, on le perd toujours. Et moi, je le disais. Je disais que je ne vois pas l'édifice de Kabila. Je ne vois pas cette force. Bon, la force de Kabila est encore dans la tête des gens. Il va tomber. Il sera épuisé. On va le laminer. On ne croyait pas. Aujourd'hui, timidement alors, les gens te donnent raison, mais timidement. Parce que dans la nature du Congolais, il n'est pas prêt à avouer qu'ici, je m'étais trompé. Parce que la nature du Congolais, se tromper relève de la faiblesse la plus extrême. Alors que se tromper relève de l'humanisme. Mais c'est même ça les caractères de l'humain. Se tromper. Quand vous vous êtes trompé, ressaisissez-vous, dites non, là, je me suis trompé. Et on l'a dit, je le disais aux gens. Je dis, mes frères, je l'aime me désarmer. Ah non, Christian, tu racontes des choses. Je dis, écoutez, c'est désarmé. Je n'ai pas dit démilitarisé, je dis que c'est désarmé. Après un mois, bon, oui, c'est vrai, ça a été désarmé. En fait, le problème avec nous, c'est que on nous a enlevé la capacité de nous affirmer. C'est cette capacité d'auto-affirmation, cette capacité d'auto-compliment, cette capacité de s'aimer. On l'a enlevé. Nous l'avons perdu. Du coup, nous n'arrivons pas à regarder nos compétences. On n'arrive pas à regarder nos positions fortes. Nous n'arrivons plus. On ne sait plus apprécier les caractères, les forces des autres, les avantages des autres. On ne sait plus les regarder. Et ça nous met à la limite mal à l'aise. Je le disais. Je disais que non, ne vous en faites pas. L'erreur, parce que vous savez, l'histoire, elle se répète très souvent là où les gens ne prennent pas conscience. Un peuple qui ne lit pas, une classe politique qui ne lit pas l'histoire est condamnée à commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs.
Et je le disais, si Kabila avait fait 18 ans au pouvoir, c'est parce qu'autour de lui, les gens le prenaient pour une bête. Les gens pensaient que Kabila, c'est une virgule. On va finalement, on va la voir et puis voilà, on va le liquider et nous, on aura le pouvoir. Les Mobutistes pensaient à ça. Jusqu'à la dernière minute, ils pensaient, mais ils ont déchanté très rapidement. Ils ont déchanté très rapidement. Parce que la première qualité d'un homme politique, c'est l'écoute. La première qualité d'un homme politique, c'est savoir écouter et distinguer ce qu'il écoute et ce qui doit être fait. Et c'est ça. Et Kabila a été excellent dans ce domaine. Le gars peut te laisser parler pendant très longtemps, il te laisse parler, il t'écoute. Et il a été conseillé, il dit, fais semblant, fais croire à ces gens-là que tu es bête. Fais croire à ces gens-là que tu ne maîtrises rien. Fais croire à ces gens-là qu'ils t'ont eu. Et même quand ils te parlent, loue leur qualité, loue leur capacité. Et Kabila le faisait. Il t'appelle papa, il t'appelle maman, il t'appelle yaya, il t'appelle tout. Et les gens pensaient que le gars était bête, qu'on l'avait. Et tous ceux qui étaient autour de Kabila pensaient qu'il l'avait, qu'il le tenait. En réalité, c'est lui qui le tenait. Parce que dans la table, si vous êtes dans une négociation et que vous regardez qu'il n'y a pas un pigeon, c'est que c'est vous le pigeon. C'est vous le pigeon. Si vous regardez autour d'une table, personne ne s'est fait avoir dans une négociation, c'est vous. Alors, c'est vous qui êtes passé sur la table. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Alors, la folie de la Kabylie a fait croire à Kabila qu'il était invincible, malheureusement. Et quand Félix Tshisekedi arrive en 2019, alors la Kabylie va commettre la même erreur. Ah, on va les sous-estimer, c'est pas grave, quelqu'un de grave, c'est pas quelqu'un de très fort, il n'est pas allé dans les grandes universités, il n'a pas les diplômes, il n'a pas le niveau. On a tout dit sur Félix, tout dit sur Félix. En ce moment-là, qu'est-ce que Félix dit? Il se tait, il regarde. Et ça donne l'impression qu'il est faible, on va le rouler très rapidement, on va bloquer ses ordonnances, on va le bloquer, de toute façon, il n'a pas la majorité. On a fait tous les calculs. Ils ont oublié qu'ils étaient assis sur l'argent et sur le pouvoir. Et lorsqu'on a déjà le pouvoir au Congo, on a l'argent en même temps. Et il a fallu de 2 ans seulement, pour que s'écroule cet édifice construit pendant 18 ans, mais sur du sable, sur du périssable. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et c'est exactement de la même manière, si nous transposons la chose, on l'amène dans l'échelle internationale, ça produit le même résultat, parce que c'est le même principe. Fais croire à l'autre que c'est lui qui a l'avantage sur toi. Et Félix Tshisekedi et Kagame, c'est la même chose. Au début, Kagame pense qu'il a le contrôle, c'est toujours lui qui est le fils africain. Pourtant, la dynamique du monde change. La politique internationale change. Les colons, entre guillemets, se cherchent qui va encore leader l'Afrique, qui va faire le lead, qui va encadrer, qui sera le nouveau capitaine. Et je ne veux pas vous dire que finalement, on a jeté les dévolus sur Félix Tshisekedi. Ça serait très facile. Les gens croiront que, ben non, mais c'est pas vrai. Vous comprendrez ça quand il fera le 2e mandat. C'est en ce moment-là que vous allez vous rappeler de ce que je vous dis aujourd'hui. Le plus grand malheur que nous avons, c'est de voir les choses avant et de le dire. Et quand nous le disons, nous rencontrons le sceptisme de ceux qui ne regardent pas très loin. De ceux qui voient, quand on leur montre la lune, ils regardent le bout du doigt. De ceux qui regardent leur nez. Au bout de leur nez, ils pensent que la vie s'arrête là. Nous avons 2 types d'enfants. Il y en a qui voient ma pata et kangami na mabele, balobi mokili suki wana. Il y en a d'autres qui savent que c'est au comiona, tout le monde a le sous distance. Et c'est ça malheureusement. Et c'est ça exactement un peu l'enjeu. Et maintenant que le Rwanda, on peut le voir, est en train de perdre le pouvoir qu'il avait de contrôler l'Afrique, de gérer l'Afrique, il est en train de le perdre. Et le pouvoir est en train de passer ailleurs. Le pouvoir est en train de passer ailleurs. Mais vous allez voir avec des signes qui vont finalement être prouvés. On a vu Kagame avec Macron. Ah, c'est la fin. Oh, c'est bon, il est venu renforcer le pouvoir. Mais vous vous trompez énormément. Énormément. Lui-même, Kagame sait, au fond de lui-même sait que ainsi sonna les glas. Il sait lui-même. Parce qu'en réalité, tout est provisoire. Il n'y a rien qui demeure. Tout est provisoire. Tout passe, tout coule. Rien ne demeure. Et donc, moi, personnellement, quand je vois toutes ces choses, je me dis, OK, les choses sont en train de se passer exactement comme ça. Et la tendance, la logique de Félix Tshisekedi, ce n'est pas d'aller en guerre avec le Rwanda maintenant. Non, il ne faut pas aller en guerre avec le Rwanda, parce que si tu vas en guerre avec le Rwanda, c'est le Rwanda qui gagne sur la question. Parce que le Rwanda a une machine de diabolisation, excusez-moi de le dire, peut-être ça va être fort, pas forcément, oui, et la diabolisation, mais aussi la victimisation. Ces gens-là sont des communicateurs, ils savent communiquer.
Ils savent communiquer. La petite agression du Congo va apparaître comme véritablement un autre génocide, en fait. Un autre génocide. Donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas attaquer le Rwanda frontalement en disant on va faire la guerre avec eux. Ça serait une faute pour nous d'attaquer le Rwanda. Parce que vous avez, à la limite, on va dire, on va accepter les chiffres, 100 millions d'habitants. Mais chez le Rwanda, d'après leur dernier recensement, on parle de 10 millions d'habitants. On peut même aller jusqu'à 12 millions d'habitants. Même si on était à 12 millions d'habitants, ils n'arrivent toujours pas à la ville de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa peut compter 14 millions d'habitants ou même 15 millions d'habitants. Comme on n'a pas de chiffres officiels, tout le monde spécule comme il veut. Alors, est-ce que vous pensez que le Congo peut à lui seul attaquer le Rwanda? Ce n'est pas possible. Les gens nous prendront pour des fous ou peut-être pour des alliés. De fous alliés. Ce n'est pas bon. Et donc, j'étais en train de dire encore une fois que le Rwanda a demandé à la France. C'était ça l'idée du Rwanda, que la France demande pardon, que la France dédommage, indemnise, et ainsi de suite. Mais la France a dit pas question. La France n'indemnise rien, ne paye rien. La France est dans une logique de la normalisation des relations. Et cette normalisation des relations, c'est au profit du prochain capitaine. Parce que si la France, il faut que les gens comprennent les enjeux. Les enjeux, c'est que la France a beaucoup plus à gagner en RDC qu'au Rwanda. Et c'est clair, en fait, c'est clair. C'est démontré par tous les investisseurs français. Tous les investisseurs français l'ont dit et le disent toujours. Dans les grands salons économiques français, il a été prouvé que la France aura beaucoup plus à gagner au Congo qu'au Rwanda. Et donc, c'était une perte de temps, un mauvais calcul, et pour les Occidentaux, et pour l'Amérique, et pour la France, et pour l'Europe. C'était beaucoup plus... c'était une erreur d'appréciation que d'aller se servir au Rwanda et au détriment de la gibecière qui est la RDC. Et maintenant, il y a des réajustements, parce que finalement, il faut le dire, Félix Tshisekedi, quand il est allé faire le tour du monde, il a expliqué clairement à ces gens-là que nous pouvons donner plus que ce que vous avez en entrant par la fenêtre. Entrez par la grande porte, nous allons vous faire des faveurs que vous n'allez peut-être pas imaginer. Et comme ça, on aura win-win. Vous allez gagner, nous allons gagner. Mettons ensemble des politiques qui permettront à ce que vous puissiez prendre nos richesses convenablement. Vous voyez? Et puis après, à un moment donné, il y a la question de la morale qui commence à jouer maintenant. Lorsque vous avez un docteur Mukwege à gauche, lorsque vous avez Mutombo Dikembe à droite, et que vous avez des Congolais qui commencent à parler un peu sur leurs richesses, et surtout sur le pillage systémique. Avant, c'était que ceux qui pillaient n'étaient pas connus, maintenant ils sont connus. Donc, tout le monde commence à regarder un peu deux fois. Bill Gates et les autres, bref, toutes ces grandes entreprises, toutes ces multinationales-là commencent à comprendre maintenant que, attendez, il faut aller doucement maintenant. Il faut aller doucement. Or, dans aller doucement, ils perdent beaucoup de capitaux. Et eux sont des marchands. Ils sont des marchands, ils sont des commerçants. Ils sont des hommes d'affaires. Ils se disent, non, pourquoi n'est pas entré dans la grande porte? Or, en entrant dans la grande porte, ça veut dire sacrifier la petite porte qui profitait au pillage. Qui perd dans tout ça? En fait, comme je dis, il faut que les Congolais perçoivent ça. Il ne faut pas suivre les discours des aigris, des hommes et des femmes aigris qui profitent, parce que, bon, qui souffrent un peu de la loubophobie, en fait. Comme ils n'aiment pas les Balouba, et que Félix Tshisekedi et Moulouba, ils sont dedans, en fait. Et leurs analyses reposent là-bas. Mais il faut voir de façon holistique la chose. Lorsque vous êtes désintéressé, vous pouvez voir. Et demandez à ceux qui connaissent l'histoire, ils vont vous dire, non, en tout cas, le Rwanda commence à perdre. Que le Rwanda a bien tapé du solo, il y a, comment on appelle ça, production, il y a Coltan et Padaya la Minuto. Il va vous dire que c'est en baisse, c'est plus comme avant, en fait. Les choses changent un peu, petit à petit, mais c'est vrai, pour sortir du bourbier, en fait, c'est un trou noir. Maintenant, pour sortir, il faut quand même un peu de temps. Mais attention, le temps seul ne suffit pas. Le travail dans le temps. Il faut donc travailler. Parce que le temps n'a pas de vertu thérapeutique. Ce n'est pas le temps qui va construire nos vies. C'est le travail que nous allons mettre en place, que nous allons fournir dans ces temps-là qui fera la différence. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le temps va finir par régler les choses. Non, le temps ne règle rien. C'est plutôt le travail que vous mettez dans le temps qui règle les choses. Et donc, c'est à nous de travailler encore à l'intérieur. C'est à nous de continuer dans la logique d'intéresser l'extérieur, de dire à l'autre, venez prendre tout chez nous. Nous sommes un pays comme je l'ai dit autrefois, nous sommes un pays de contraste, en fait. Nous avons presque tout ce que les autres manquent, mais nous manquons ce qu'eux ont.
Vous savez ce qu'eux ont pour la plupart des cas? Ils ont la discipline. Ils ont la discipline, ils ont la notion du sacré, ils ont la notion de l'excellence, ils ont la notion de l'ordre, ils ont la notion de la bonne gouvernance, ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas tout rejeter, en fait. Il y a des choses bien qui se font au Rwanda. Des choses bien. Regardez, par exemple, leur prévention en termes de volcans. Ils ont mobilisé exactement ce que j'ai dit hier. Ils ont mobilisé les véhicules de l'armée. Ils ont tout mobilisé. Donc, eux, ils attendent les événements. Ils sont là. Ils attendent. Quand ça arrive, voilà comment on va agir. Donc, ils ont déjà anticipé. Ils sont déjà préparés. Comme ça a frappé au Congo et comme nous partageons généralement le même fléau, on va dire ça comme ça. Ils sont prêts. Ils attendent. Mais nous, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Dans le désordre, on est parti, on est éparpillé, ainsi de suite. Mais je suis convaincu que ces choses-là vont changer demain. Mais tout dépend de notre manière de faire les choses. C'est à nous maintenant d'imprimer une autre politique. C'est à nous de concevoir un autre type de projet. C'est à nous de construire notre société. Voilà pourquoi moi je demande, Nabato Barozo à responsabilité, il y a Mboka Nabiso, entre autres l'éducation par exemple, entre autres la communication. Ce sont des gens qui doivent se mettre ensemble pour savoir comment on va vendre ce pays, comment on va vendre les projets, comment on va vendre l'image de ce pays, comment on va construire à l'intérieur. Il est temps de parler de power congolais aussi. Il est temps de parler de power congolais. Si dans un pays, ils peuvent parler d'une tribu, Tutsi power, et pourquoi pas les Hutu power? Parce qu'on parle de Tutsi power parce que c'est Kagame qui est au pouvoir. Si c'était Abiyarimana ou quelqu'un d'autre ou tout ça, on parlerait aussi de Hutu power. Mais alors, si eux peuvent parler de Tutsi power, Hutu power, pourquoi nous on ne parle pas de nous? Les Banyamulenge qui sont là en train de marcher à l'étranger, à réclamer, je ne sais pas ce qu'ils réclament, leurs revendications en réalité. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de faire une marche à l'étranger? Faites la même chose. Maintenant, la différence, c'est que même la communauté internationale comprendra. Mais pourquoi une seule tribu, bon, je l'ai dit comme ça, pourquoi une seule tribu peut, elle, marcher, et quand il s'agit des autres, ils marchent en commun? Parce que quand nous allons marcher, dans notre culture, nous, on n'est pas des... En fait, le Congolais, il est bizarre, en fait. Il est bizarre. Quand il est à l'intérieur du pays, c'est un vrai tribaliste. Mais quand il sort du pays, c'est un nationaliste. C'est quand même assez bizarre. Le Congolais, le Luba, le Ngala, le Mongo, tout ça, on peut se mettre ensemble quand on est à l'étranger. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, chacun prend son allure. Mais on peut profiter avec. On peut être à l'étranger comme ça, Tobimi. Et quand on impose un débat, on dit aux autres. Mais alors, regardez, nous, on est Congolais. Nous, dans ce groupe où nous marchons, il y a toutes les tribus. Mais pourquoi eux seulement, dans leur groupe, il n'y a que? C'est le même type de personnes, tout ça. Pourquoi c'est la même chose? Donc, c'est un groupe qui ne veut pas s'intégrer. En fait, on peut dire ça comme ça. C'est un groupe qui refuse de s'intégrer. Parce qu'il n'y a pas de refus, c'est vrai. Ce refus vient du fait que les gens pensent qu'il y a des choses. Hein, contre Bino, tout ça, tout ça. Mais moi, je suis parmi ceux qui estiment que le dialogue est le seul moyen d'intégration. C'est le seul moyen. Il faudrait qu'on accepte de faire des gros débats sur la question. Il faudrait le faire. Des véritables débats. Comme ça, on se dit les vérités en face. On se dit des vérités en face. On dit, mais écoutez, lorsque les Balouba se retrouvent dans le Congo, au Congo central, il n'y a pas une communauté des Louba là-bas. Ils ne font pas ça. Moi, j'ai vécu avec les Louba à Mbandaka. Je ne sais pas si tu connaissais Bataille, le groupe de Bongo Bakutanaka, Baluba. Ça n'existe pas, ces choses-là. Lorsque vous avez les Bangala à Goma, c'est vrai que le sentiment, il y a la langue, gros ben nabino. Mais ce n'est pas au point de faire vraiment une communauté contre Bato Bazarana. Non. Ce sont des regroupements linguistiques, en fait. On parle mieux Lingala pour que la boum c'est Lingala Nangate, Toku Tanto sont là. Comme à Goma, par exemple, mon père rencontrait beaucoup les Mongos. Parce qu'ils parlaient Kimongo ensemble. C'est tout à fait normal pour ne pas perdre ma langue. Mais il était aussi autant intégré avec les Baswahili. La preuve, ma mère est une Swahili. Donc, il n'y avait pas de problème sur la question. Mais maintenant, pourquoi vous, quand vous dites que vous êtes communauté, entre guillemets, vous êtes une communauté, vous n'êtes qu'avec vous. Vous ne sortez pas de chez vous, vous n'êtes que là, vous êtes bloqué. On dirait vous cacher quelque chose, on dirait vous garder quelque chose, comme on dirait, et là, comment ésotérique. C'est ce qu'on appelle la difficulté d'intégration. Et ça constitue toujours un problème. Toujours un problème. L'isolement est suspect. L'isolement est suspect. Il est temps, moi je le dis, il est temps de construire avec toutes les énergies congolaises. Le moment est arrivé.
pour construire notre vie politique, notre vie sociale, notre vie économique, il est temps maintenant de le faire. Et nous pouvons réussir à le faire. Et moi, je considère que le chef de l'État est dans une sorte de yango, quoi. Yango. Mais maintenant, les erreurs de Kabila, il ne faut pas que Félix Tshisekedi les commette. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il ne faut pas que Félix Tshisekedi commette l'erreur que Kabila a commise. Parce que nous avons tendance à reproduire les mêmes erreurs, malheureusement. Hein. Malheureusement. On a tendance à commettre les mêmes erreurs. Mobutu commet les erreurs des colonialistes. Comment on appelle Laurent Désiré Kabila commet l'erreur du Mobutisme. Kabila commet l'erreur du Mobutisme et de Laurent Désiré Kabila. Félix Tshisekedi risque aussi de commettre les mêmes erreurs de Kabila. En fait, c'est un peu bizarre, quoi. On reproduit le même système sans les avantages de ce système. On fait le Mobutisme sans Mobutu. Parfois, on a fait les Mobutisme avec Kabila sans Mobutu. On a fait les Kabilismes de Laurent Désiré sans Kabila lui-même. Et nous craignons qu'à l'époque de Félix Tshisekedi, qu'on fasse les Kabilismes sans Kabila. Donc, il faudrait finalement qu'on arrive à rompre avec le mauvais cycle, en fait. Ce qui était mauvais, on rompt. Ce qui est bien, on construit, on consolide le bien, on garde les acquis. Dans le livre qu'on appelle ça, parce que c'est un livre que je lis toujours, hein, il faut le lire, L'art de la guerre, il dit, le général doit savoir quand il entre dans une cité et qu'il trouve qu'il y a des plantations, et qu'il trouve qu'il y a des acquis et tout, le général doit se poser une question. Est-ce que c'est nécessaire de détruire ce que les anciens occupants avaient construit? Ça, c'est Sun Tzu qui pose la question. Est-ce nécessaire, vraiment, de détruire? Et il poursuit en disant, il va être beaucoup plus profitable pour vous de garder exactement ce que vous avez déjà trouvé. Sauf si vous êtes véritablement forcé à détruire. Il dit qu'il faut que ce soit nécessaire. Donc, les acquis des Kabila, on doit les garder. S'il y en a, bien sûr. On doit les conserver, on ne doit pas les détruire. Parce que Kabila a commis l'erreur de détruire tous les acquis des Mobutu. Mais alors, tout, ils ont mis ça en pièces. Alors, nous, à cette époque, on ne commet pas l'erreur. On se dit, mais tout était construit sous le bien de l'État. On ne va pas tout détruire. J'entends quelqu'un dire, par exemple, l'entreprise, l'État va penser. Non. Va nationaliser. Va penser. Va nationaliser. Ce qui est beaucoup comme anciens dirigeants, vous si vous trouvez, vous arrivez à des conclusions pareilles, s'il vous plaît, ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas. Nationalisez ça. Ça va profiter encore à l'État. Et c'est tout simplement ça. Les jardins, les plantations, les fermes, les entreprises, les banques, les actions, ne les détruisez pas. Surtout, ne commettez pas l'erreur de les détruire. Au contraire, nationalisez ça, mettons ça dans l'actif du pays et ça nous avance. Je n'ai jamais vu un pays qui fait construire en détruisant. Tout le pays se construit en protégeant les acquis, en les sauvegardant et en les pérennisant. Mesdames et messieurs, voilà un peu ma petite réflexion de ce matin avec vous. Samedi, je pense que vous passez des moments agréables à la maison. Moi aussi d'ailleurs, je passe de très bons moments. Je voudrais tout simplement que l'on comprenne qu'il est temps de construire ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné, ce pays au cœur de l'Afrique avec tous les enjeux. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ata biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo,
Kombone Mama Samira, Makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka, Kotoyo et Komiko Stila. Et pas na biso, nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo, et komi aussi là-haut. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, Torassira. Maman Laure, maman y a opportunité à Komana Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko.